Les États-Unis n'ont aucune revendication territoriale en mer de Chine méridionale, ce qui soulève la question de la manière dont les États-Unis peuvent s'impliquer dans la région. Le terme de liberté de navigation est assez séduisant. Cependant, le problème est que la liberté que recherchent les États-Unis n'est pas simplement une liberté de mouvement. C'est la liberté pour leurs marines et leurs navires militaires, ainsi que pour leurs aéronefs militaires, de mener des activités de reconnaissance et de s'introduire dans les territoires d'autres pays. C'est là le cœur du problème. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle à Andy Sishen Tian, un ancien capitaine de marine du ministère de la Défense chinois et l'actuel directeur du Centre pour le droit international des opérations militaires. Le capitaine Tian est titulaire d'un LLM en droit international public de l'Université de Nottingham et poursuit actuellement un doctorat en droit international public à l'Université de Wuhan. Capitaine Tian, merci beaucoup de vous instruire Haring Goskalid. Merci de m'avoir invité à ce programme. L'étude neutre est un sujet très intéressant. Je suis très honoré d'avoir l'opportunité de partager certaines de mes perspectives. Merci. En tant que spécialiste du droit international, vous pouvez apporter un éclairage sur la perspective chinoise concernant les développements actuels, en particulier en ce qui concerne ses opérations militaires dans les mers de Chine méridionale et orientale. Plus tard, nous discuterons de Taïwan. Mais d'abord, fournissons quelques informations de base pour ceux qui pourraient ne pas être familiers avec la structure militaire de la Chine. L'armée chinoise est connue sous le nom d'Armée de libération du peuple. Pouvez-vous nous parler de sa taille, de qui a le contrôle politique sur elle et des différentes branches qui la composent? Merci Pascal. De manière conventionnelle, l'APL est composée de l'armée de terre de l'APL, la force terrestre, la marine de l'APL, l'armée de l'air de l'APL et la seconde artillerie de l'APL. Mais comme vous le savez, en 2015, le président Xi Jinping a annoncé une série de réformes majeures visant à transformer l'APL en une force plus moderne et prête au combat. La réforme du système de leadership et de commandement est une mesure significative en réponse à l'appel pour une force militaire moderne et spécialisée, capable de combattre et de gagner des guerres à l'ère de l'information. Elle vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'efficience du déploiement militaire. Adhérant au principe général de l'exercice du leadership global par la Commission militaire centrale, avec les commandements des théâtres responsables des opérations militaires et les services se concentrant sur le développement des capacités, l'APL s'efforce d'améliorer le leadership centralisé et uniforme de la Commission militaire centrale et sa fonction de commandement stratégique et de gestion stratégique. L'APL a démantelé le système de longue date des départements généraux, des commandements de zones militaires et de la composition des forces dominées par la force terrestre, et a établi un nouveau système de leadership, de gestion et de commandement opérationnel. Pour répondre directement et plus précisément à votre question, la structure de l'APL a subi des changements significatifs. L'APL a établi des organes de direction pour l'armée de l'APL en intégrant les fonctions des anciens départements généraux qui étaient responsables du développement des forces terrestres. Elle a également créé la force de soutien stratégique de l'APL en combinant les forces de soutien stratégique de l'ensemble des services et des organes de la Commission militaire centrale. De plus, la seconde artillerie a été renommée Force de fusée de l'APL et la force de soutien logistique conjointe de l'APL a été établie en intégrant les forces stratégiques et de niveau campagne, principalement pour un soutien à usage général. En conséquence, l'APL comprend désormais l'armée de l'APL, la marine de l'APL,
l'armée de l'air de l'APL, la force de fusée de l'APL, la force de soutien stratégique de l'APL et la force de soutien logistique conjointe de l'APL, ce qui fait un total de 6 services. Un système de services, de troupes, de direction et de gestion du comité militaire central a été mis en œuvre. Par conséquent, en ajustant l'échelle et la proportion et en restructurant la composition des forces, 300 000 personnes ont été réduites pour maintenir la force active totale à 2 millions. C'est le chiffre final, 2 millions. Deuxièmement, en ce qui concerne la réorganisation et la création de nouveaux organes fonctionnels au sein du comité central militaire, l'objectif est d'optimiser la configuration fonctionnelle et institutionnelle de ces organes. Les anciens états-majors généraux, le département politique général, le département logistique général et le département de l'armement général, également connus sous le nom de Sidongbu ou les 4 quartiers généraux, ont été réorganisés en 15 organes. Ceux-ci sont maintenant sous la direction centralisée du comité central militaire, qui conseille, exécute et sert. Enfin, concernant le système de commandement des opérations conjointes, le niveau opérationnel et l'approche ont été améliorés. En renforçant les organes de commandement des opérations conjointes du comité central militaire et en les établissant au niveau du théâtre, l'APL a créé un système de commandement des opérations conjointes à la fois épuré et efficace. Ce système se compose d'établissements de commandement permanents et spécialisés pour les opérations en temps de paix et en temps de guerre. Les anciennes 7 régions militaires, Shenyang, Pékin, Lanzhou, Jinan, Nanjing, Guangzhou et Chengdu, ont été réorganisées en 5 commandements de théâtre. Ce sont le commandement du théâtre de l'Est, CTE, le commandement du théâtre du Sud, le commandement du théâtre de l'Ouest, CTO, le commandement du théâtre du Nord et le commandement du théâtre central. En conséquence, un système de commandement opérationnel de commandement de théâtre sous le comité central militaire a également été établi. C'est la structure globale actuelle de l'APL. Alors, ces réformes ont-elles été réalisées dans le but de moderniser l'APL et les commandements des théâtres? Comment dois-je les comprendre? À quoi servent-elles? Sont-elles destinées à servir des parties spécifiques de la défense, comme la défense territoriale de la Chine? Pourquoi parler de défense de théâtre? Qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'il y a un principe que j'ai mentionné, qui est le principe principal. Les services sont principalement responsables du développement des capacités. Cependant, la responsabilité principale des commandements de théâtre est de superviser les opérations militaires. C'est la différence. Pour la marine, l'armée et les autres états-majors des services, leur rôle est de développer des capacités. Mais ce sont les commandements de théâtre qui sont responsables des opérations militaires dans leurs zones respectives. Il y a 5 commandements de théâtre. Merci beaucoup. Les commandements de théâtre gèrent les opérations militaires quotidiennes, tandis que la construction de la marine, de l'armée de l'air et le développement des capacités des différents services relèvent de la responsabilité des services. D'accord, merci beaucoup pour cela. Parce que chaque pays a une manière différente de structurer ses forces armées, et je ne suis absolument pas familier avec celle de la Chine. Juste pour être clair, Xi Jinping est officiellement le commandant en chef de l'ensemble des forces armées, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'accord. Tant en ce qui concerne le Parti communiste du peuple chinois, qui dispose d'un comité central militaire, qu'en tant que nation, il existe également un comité central militaire national. Il a été président de ces 2 comités militaires. Bien sûr, parce que la particularité de l'APL, c'est qu'elle est en fait le bras armé du Parti communiste, n'est-ce pas? C'est différent des autres pays.
Oui, il y a 2 comités militaires centraux, mais en réalité, ils ne font qu'un. D'accord. Alors peut-être pourrions-nous parler un peu de la situation stratégique pour la Chine. Je veux dire, ici sur YouTube, ainsi que sur d'autres plateformes. Nous voyons souvent cette carte qui montre les bases américaines réparties tout autour de la Chine, n'est-ce pas? Au Japon, aux Philippines, en Corée. Et il y a même des gens en Occident qui disent que la Chine a été encerclée et que la stratégie des États-Unis est de maintenir la Chine encerclée pour en quelque sorte utiliser la première chaîne d'îles pour contenir la Chine, pour ainsi dire. Est-ce réellement un problème pour des personnes comme vous, pour le personnel militaire des forces chinoises? La Chine se voit-elle encerclée ou est-ce juste quelque chose que nous projetons? De nombreux facteurs entrent en jeu lorsqu'on répond à ces questions. Je peux parler d'un point de vue géographique, historique et géopolitique. Géographiquement, il est un fait que 2 chaînes d'îles entourent la Chine, et cela est immuable. Historiquement, la présence militaire des États-Unis dans la région Asie-Pacifique, ainsi que ses alliances et partenariats, sont des héritages de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis maintiennent une présence militaire substantielle dans la région Asie-Pacifique, incluant des bases clés au Japon, en Corée du Sud et à Guam, ainsi que diverses installations dans d'autres pays, comme les Philippines et l'Australie. La 7e flotte de la marine américaine, basée à Yokosuka au Japon, est particulièrement significative pour son envergure opérationnelle dans le Pacifique occidental. Les États-Unis ont des alliances formelles avec plusieurs pays de la région, incluant le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, la Thaïlande et l'Australie. Ces alliances incluent souvent des engagements de défense mutuelle et des exercices militaires conjoints. Cependant, le point clé est que ces dernières années, les États-Unis ont intentionnellement et calculé profiter de ces présences, alliances et partenariats pour renforcer davantage leur posture stratégique dans la région Asie-Pacifique. Ils ont constamment ajusté leur stratégie pour l'Asie-Pacifique, augmentant la présence et les opérations militaires, ce que de nombreux stratèges chinois considèrent comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à contrer l'ascension de la Chine. Le pivot vers l'Asie a commencé sous M. Obama et se poursuit aujourd'hui. À quel point êtes-vous inquiet de la présence des États-Unis très proche de la Chine? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous inquiet? On a scale from 1 to 10, how worried are you? Tout d'abord, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face tous les jours. Deuxièmement, je crois que c'est une bonne occasion de former nos propres forces. Lutter contre des forces armées puissantes peut nous rendre plus forts. De plus, comme je l'ai mentionné, il y a un héritage historique. Nous avions l'habitude de parler de posture hégémonique de la part des États-Unis. C'est une réalité et un fait historique qui est en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, étant donné que la situation évolue, je pense qu'ils devraient évaluer les circonstances actuelles et changer leur approche. En tant que juriste international, avec une vaste expérience en raisonnement juridique, je suis sûr que vous êtes conscient de la question complexe concernant les revendications territoriales de la Chine. Ces revendications s'étendent au-delà de certaines îles de la mer de Chine orientale et de la mer de Chine méridionale pour englober de vastes étendues d'eau. L'exemple le plus connu est la soi-disant ligne en 9 traits. Cette revendication suggère qu'une vaste zone d'eau qui se trouve à proximité des Philippines et s'étend jusqu'au sud-est asiatique et au Vietnam, devrait être reconnue comme étant sous contrôle chinois. Pourriez-vous expliquer le fondement juridique de cette revendication? D'accord, Pascal. Permettez-moi d'abord de remettre en question votre question. Avez-vous déjà vu une ligne officielle provenant des documents officiels ou juridiques chinois
qui stipule que toutes les eaux à l'intérieur de la ligne des 9 traits sont des eaux territoriales chinoises ou des eaux intérieures chinoises. Avez-vous déjà vu une telle déclaration? Non, je n'ai jamais vu la formulation. Mais je dois dire que sur la carte officiellement publiée par la Chine que j'ai vue, les tirets utilisés pour délimiter le territoire sont les mêmes que ceux utilisés pour indiquer les frontières de la Chine elle-même. La ligne est un fait. Nous avons la ligne. Il existe différents noms. La ligne des 9 traits, la ligne pointillée. Cependant, il n'y a pas de document officiel affirmant que nous revendiquons toutes les eaux à l'intérieur de la ligne des 9 traits comme eaux territoriales ou eaux intérieures, eaux nationales. Tout d'abord, permettez-moi de clarifier la région de la ligne pointillée. Le gouvernement chinois, en 1947, a commandé la compilation des eaux de Nanhai Jiudao. En anglais, c'est A Brief Account of the Geography of the South China Sea Islands. Elle a été renouvelée et approuvée, révélant et approuvant Nanhai Jiudao ou Xinjiu Mingcheng Duijiao Biao en chinois, qui est un tableau comparatif des anciens et nouveaux noms des îles de la mer de Chine méridionale. Ils ont également dessiné Nanhai Jiu Dao Wei Ji Tu, qui est une carte de localisation des îles de la mer de Chine méridionale, sur laquelle la ligne pointillée est marquée. Donc c'est la région. Ensuite, en février 1948, les fonctionnaires du gouvernement chinois ont publié Zhonghua Mingguo Xingzhengqiu Tu, en anglais, Map of the Administrative Districts of the Republic of China, qui comprenait la carte de localisation des îles de la mer de Chine méridionale. C'est la région originale de cette ligne pointillée, telle qu'elle est montrée sur la carte. Cette position a été suivie par tous les gouvernements depuis lors. Nous avons historiquement suivi cette position. Je ne voudrais pas réaffirmer les lignes historiques, mais je voudrais néanmoins énoncer quelques faits. Les activités du peuple chinois dans la mer de Chine méridionale remontent à plus de 2000 ans. La Chine est la première à avoir découvert, nommé, exploré et exploité Nanhai Jiudao et à avoir développé les eaux environnantes. La Chine est également la première à avoir exercé de manière continue, pacifique et effective la souveraineté et la juridiction sur celle-ci. La souveraineté de la Chine sur les Nanhai Jiudao et ses droits et intérêts pertinents en mer de Chine méridionale ont été établis sur une longue période historique. Ils ont été maintenus par les gouvernements chinois successifs pendant longtemps et sont universellement reconnus par la communauté internationale. Plus précisément, en ce qui concerne la revendication légale, c'est une question qui m'est souvent posée. Que signifie exactement la ligne des 9 traits? Il y a plusieurs niveaux de signification à la ligne des 9 traits. Premièrement, la Chine a la souveraineté sur les Nanhai Jiudao, qui comprennent les îles Dongsha, Shisha, Zhongsha et Nansha. Deuxièmement, la Chine possède des eaux intérieures, une mer territoriale et une zone contiguë basée sur les Nanhai Jiudao. Troisièmement, la Chine a une zone économique exclusive et un plateau continental basé sur ces îles. Enfin, la Chine a des droits historiques en mer de Chine méridionale. La position de la Chine telle qu'énoncée ci-dessus est claire, cohérente et solidement fondée sur l'histoire et le droit. Ces déclarations recoupent certaines positions officielles, mais ce qui suit est mon propre point de vue personnel. La question clé en mer de Chine méridionale n'est pas à propos de la ligne des 9 traits ou des frontières maritimes. Il s'agit du différend sur les îles et de l'utilisation de ce différend par les États-Unis pour faire avancer la compétition géopolitique et obtenir des avantages sur la Chine. Ici, j'aimerais mentionner deux concepts importants du droit international. Tout d'abord, le concept de droit intertemporel régule le conflit de lois relatif au temps. Il détermine quelle loi est applicable à quel moment, spécifiquement l'applicabilité d'une règle au cas survenu avant sa création ou son entrée en vigueur.
Par exemple, en 1447, il n'y avait pas de convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par conséquent, vous ne pouvez pas appliquer la loi actuelle à des activités qui se sont déroulées auparavant. C'est ce que nous appelons le droit intertemporel, un principe basé sur le droit international. Le second principe, plus important encore, est uti possidetis, un terme latin. Uti possidetis est un principe de droit international utilisé pour déterminer les frontières des États nouvellement indépendants. Il stipule que les frontières d'un nouvel État doivent être basées sur les limites administratives existantes au moment de l'indépendance. Ce principe est particulièrement pertinent pour les États qui ont acquis leur indépendance d'une puissance coloniale, car il fournit un moyen clair et relativement simple de déterminer les frontières des nouveaux États, permettant une transition pacifique et ordonnée vers l'indépendance. Le principe d'uti possidetis repose sur l'idée que les États nouvellement indépendants devraient avoir une base territoriale stable et reconnaissable, et que les frontières devraient être déterminées par la position réelle et le contrôle du territoire au moment de l'indépendance. Ce principe vise à prévenir les litiges territoriaux qui pourraient survenir après l'indépendance en fournissant un moyen clair et objectif de déterminer les frontières des nouveaux États. Le principe est enraciné dans le droit romain et a été appliqué dans divers contextes tout au long de l'histoire. Il a été appliqué pour la première fois de manière générale dans le contexte de la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque de nombreux États en Afrique et en Asie ont obtenu leur indépendance des puissances coloniales. Le principe a également été appliqué lors de la dissolution de l'Union soviétique et de la Yougoslavie, ainsi que dans d'autres cas de désintégration d'États. Voilà le contexte de ce principe. Maintenant, regardons les Philippines, par exemple. Quelle est la limite de son territoire? Selon l'article 1 de la Constitution des Philippines de 1935, le territoire des Philippines est défini par une série de traités internationaux. Ceux-ci incluent le traité de paix de 1888 entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume d'Espagne, également connu sous le nom de traité de Paris, et le traité de 1900 entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume d'Espagne, qui comprend la cession de l'archipel de Sulu, désigné sous le nom de traité de Washington. De plus, il y a la Convention de 1930 entre le Royaume-Uni et les États-Unis concernant la frontière entre l'État du Bornéo du Nord et l'archipel philippin. Par conséquent, les îles Spratly, également connues sous le nom d'îles Nansha, sont complètement en dehors des limites du territoire philippin. La mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale sont les eaux situées entre les Philippines et la Chine continentale. La question principale est le double standard dans l'application du droit international et l'utilisation du droit international pour obtenir des gains géopolitiques. Il n'est appliqué qu'à la Chine, tandis que dans d'autres endroits, cela est considéré comme acceptable. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'Occident a souvent des doubles standards et manipule le droit international pour servir ses intérêts géopolitiques. Cela est assez évident. Cependant, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est la nature de la relation entre la Chine et les Philippines. Elle pourrait être très amicale, car les Philippines, du moins en théorie, ne devraient pas être excessivement antagonistes envers la Chine, compte tenu de leurs relations commerciales, entre autres facteurs. Mais la réalité est que la Chine a des revendications territoriales qui entrent en conflit avec celles des Philippines, en particulier concernant certaines zones. Je m'excuse, j'ai oublié le nom du récif. C'est assez embarrassant. Comment s'appelait-il en anglais? Il y a celui-là et un autre au sud. Le nom m'échappe pour le moment. Mais je fais référence à celui impliqué dans le litige qui a conduit à la décision d'arbitrage de 2016. Cette affaire était basée sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, connue sous le nom de CNUDM, n'est-ce pas?
Convention on the Law of the Sea, right? That both the Philippines and China are signatories to, which is Les Philippines et la Chine sont signataires d'un accord qui définit les règles de base pour déterminer quelle nation a des revendications sur certaines eaux et, ce qui est le plus important pour les Philippines, les zones de pêche. La question se pose de savoir si différents récifs et atolls créent des zones économiques exclusives. Malgré le fait que les deux pays soient signataires de cet accord, la Chine revendique des territoires et des eaux autour des Philippines, et sa garde côtière chasse régulièrement les pêcheurs philippins. Les Philippines ont à plusieurs reprises fait appel à la Chine, soulignant que leurs pêcheurs pêchent dans ces eaux depuis des centaines d'années et que ces ressources sont vitales pour eux. Même après que les Philippines aient remporté une affaire juridique en 2016, Rodrigo Duterte, élu cette année-là, a choisi de ne pas confronter la Chine sur la question. Malgré son silence, la garde côtière chinoise a continué de harceler les pêcheurs philippins, causant des difficultés importantes. Cela soulève la question de savoir pourquoi la Chine adopte cette approche, au lieu d'essayer de gagner les faveurs des Philippines et de les éloigner des États-Unis. Tout d'abord, j'aimerais mentionner pourquoi il n'y a pas eu de problème pendant assez longtemps. Avant que nous publiions la ligne des 9 traits en 1947, et entre cette époque et la découverte de ressources suite à des études dans les années 1970, il n'y avait pas de souci. J'aimerais également souligner qu'il n'y a pas eu de situation intense pendant l'administration de Duterte. À mon avis, l'accès normal pour les pêcheurs, la navigation, les activités et même les approvisionnements humanitaires des Philippines vers le navire Sierra Madre étaient autorisés sans aucun problème. Alors, pourquoi est-ce un problème maintenant? Pourquoi y a-t-il des interactions entre les gardes-côtes des deux pays? Notre position concernant la revendication territoriale n'a pas changé depuis 1947. Les problèmes actuels sont dus au changement de la part des Philippines et d'autres pays qui ont provoqué et invité notre réponse. Ils prennent des actions proactives et nous répondons. C'est là le problème clé. En réponse aux actions proactives et provocatrices des Philippines pour renforcer sa présence, telles que le BRP Sierra Madre, nous avons eu des interactions. Le navire délabré de la marine philippine est échoué depuis 1989. Le gouvernement philippin avait promis de l'enlever, et les deux parties étaient d'accord pour que la maintenance humanitaire soit autorisée. Cependant, le nouveau gouvernement philippin a rompu cette promesse et veut maintenant reconstruire le navire et le transformer en une base militaire permanente. C'est le changement du côté philippin qui invite notre réaction. Il y a beaucoup de preuves. Par exemple, au Sénat, où il y a de nombreux sénateurs, en août, un sénateur a suggéré d'allouer un budget pour construire de nouvelles installations là où le navire est échoué. De plus, le Sénat philippin vient de passer leur nouveau budget gouvernemental. Selon une interview par CNN, un sénateur a révélé qu'il comprend une partie du budget destinée à maintenir ou reconstruire quelque chose dans cette zone particulière. Cela fait suite aux actions proactives des Philippines. Il y a des problèmes et des interactions entre les gardes-côtes de première ligne des deux pays. Je voudrais également mentionner que cela va à l'encontre de l'esprit de la DOC et de la COC. En particulier, la Chine et certains pays de l'ASEAN discutent d'un nouveau code de conduite basé sur la déclaration de conduite précédente de 2002, la DOS. Le texte stipule clairement qu'il ne devrait y avoir aucun changement et que le statu quo devrait être maintenu. C'est parce que les Philippines changent le statu quo que nous devons répondre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Enfin, vous avez mentionné le traité de défense mutuelle entre les Philippines et les États-Unis. Je pense que les Philippines, dans une certaine mesure, veulent exploiter le traité de défense mutuelle pour soutenir leurs actions de première ligne. Ils sont sous l'illusion que ces actions sont couvertes par les traités de défense mutuelle. Ainsi, ils croient que lorsque la Chine prendra des mesures, les États-Unis viendront à leur aide,
ce qui les rend sans peur. Je pense que c'est tous un autre portant à considérer. Ce que je n'aime vraiment pas dans les conflits territoriaux, en particulier concernant les îles, c'est à quel point ils semblent triviaux. C'est une question de propriété. C'est soit à moi, soit à toi. De tels différends enflamment les passions dans les deux pays concernés, chaque partie étant fermement convaincue que le territoire devrait leur appartenir. Concernant la position chinoise, il y a la question de la décision de 2016, où la CNUDM a entièrement soutenu la position des Philippines. La Chine a choisi de ne pas participer à l'arbitrage, probablement parce que l'affaire semblait si évidente. Avez-vous des réflexions sur la décision de la CNUDM de 2016? Nous n'admettons officiellement pas et nous ne reconnaissons pas le jugement car nous n'avons pas participé. Mon domaine est le droit, donc d'un point de vue juridique, même de nombreux universitaires occidentaux sont assez frustrés par le jugement en raison de certains faits qui sont ignorés. Laissez-moi vous donner un exemple. Itu Aba. Que Itu Aba appartienne à Taïwan ou à la Chine continentale, elle appartient à la Chine. Le fait qu'Itu Aba soit une île remet à elle seule en cause l'ensemble du jugement. Tant qu'Itu Aba est considérée comme une île, cela conteste la base juridique du jugement. De plus, si vous appliquez la même logique du jugement à de nombreuses îles occupées par les États-Unis dans le Pacifique, elles n'auraient pas de statut territorial. Comme je l'ai mentionné plus tôt concernant le double standard et l'instrumentalisation du droit international, c'est évident. Prenez par exemple l'utilisation d'armes nucléaires contre le droit international. Les juges de la Cour internationale de justice pourraient délibérer longtemps avant de finalement parvenir à un consensus. Dans des cas extrêmes, l'utilisation d'armes nucléaires n'est pas seulement possible, mais illégale. Par conséquent, lorsqu'on considère l'arbitrage international ces dernières années, je pense qu'il est important de discuter de l'intégrité morale de l'Occident lors de l'application du droit international. Pour donner un exemple très simple, considérez la même action lorsqu'elle est menée par Israël à Gaza. Elle est jugée acceptable. Il n'y a pas de poursuite par la Cour pénale internationale, pas de sanctions. Cependant, lorsque des actions similaires se produisent dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la réaction est significative. Prenons la CPI comme exemple. Lorsque la Cour pénale internationale a initié des enquêtes sur les États-Unis concernant les guerres en Afghanistan ou en Irak, M. Pompeo a réagi en sanctionnant le procureur en chef. Mais la situation est différente avec le conflit Russie-Ukraine. Premièrement, la CPI a nommé un procureur en chef du Royaume-Uni qui est professeur et ils ont envoyé une équipe d'enquêteurs d'une taille sans précédent en Ukraine. Deuxièmement, l'Union européenne a alloué un budget substantiel pour soutenir les actions de la CPI. Troisièmement, le département d'État des États-Unis a établi une organisation appelée le Conflict Observatory. C'est une branche officielle du département d'État chargée de fournir des preuves pour la CPI. Cela soulève des questions sur l'intégrité morale. Pourquoi est-ce que lorsque des invasions ont eu lieu en Irak, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie et en Libye, elles n'ont pas été considérées comme des actes d'agression ou des crimes de guerre? Pourtant, lorsque des événements similaires se produisent dans le conflit Russie-Ukraine, ils sont étiquetés comme des crimes de guerre. Bien sûr, il n'y a aucun doute que tout le monde qui regarde cette chaîne sait comment l'Occident, qui inclut non seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe, fait preuve d'hypocrisie en ce qui concerne leurs principes. Ces principes ne s'appliquent que dans certains scénarios et pas dans d'autres. C'est évident. C'est pourquoi, lorsque nous discutons des relations internationales, nous n'avons pas besoin de nous attarder sur ce point. Ce qui est important, c'est de comprendre comment les différents acteurs utilisent cette arène pour faire valoir leurs revendications. Maintenant, en ce qui concerne la liberté de navigation,
Est-ce que les opérations de liberté de navigation des États-Unis sont un problème pour vous ou pour la Chine? Ou les considérez-vous comme quelque chose dans lequel vous vous engagez également dans le reste du Pacifique? Oui, vous savez, ma thèse de doctorat s'intitule La liberté de navigation en droit international, autorité, histoire et pratique des États. C'est le sujet de ma thèse de doctorat. Donc en ce qui concerne la liberté de navigation, particulièrement en mer de Chine méridionale, permettez-moi de d'abord énoncer le fait qu'il n'y a pas de problème de liberté de navigation concernant les navires marchands civils. De plus, les taux d'assurance n'ont pas été augmentés en mer de Chine méridionale. Cependant, la liberté de navigation est devenue un problème en 2015 lorsque les États-Unis ont fait leur première revendication de haute importance à la liberté de navigation en mer de Chine méridionale en octobre de cette année-là, attirant depuis lors l'attention sur la région. Cela ne signifie pas que les États-Unis n'avaient pas mené d'opérations de liberté de navigation en mer de Chine méridionale auparavant. En fait, ils ont mené de telles opérations à de nombreuses reprises, non seulement en mer de Chine méridionale, mais aussi en mer de Chine orientale. En ce qui concerne la liberté de navigation, je pense que si vous regardez les faits et la mission, c'est simplement un prétexte pour les États-Unis d'imposer leur agenda en mer de Chine méridionale, car les États-Unis n'ont aucune revendication territoriale là-bas. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils s'impliquer en mer de Chine méridionale? La liberté de navigation est un terme très séduisant. Le point est que pour les États-Unis, la liberté ne concerne pas les urgences. Il s'agit de la liberté de leur marine, de leurs navires militaires et de leurs aéronefs, de mener des activités de reconnaissance et de s'introduire librement sur les territoires d'autres pays. C'est l'essence. Je veux juste mentionner rapidement un fait historique. Je pense que le changement de position des États-Unis sur le droit international de la mer est significatif. En 1930, lors de la première codification du droit international de la mer, les États-Unis soutenaient que les navires militaires ne pouvaient pas entrer sur le territoire d'un pays sans autorisation. Cependant, l'ancienne Union soviétique avait à l'époque un avis contraire. Puis, vers les années 1950, au moment de la seconde codification par les Nations unies, les États-Unis ont modifié leur position. Ils ont affirmé que les navires militaires avaient les mêmes droits de passage inoffensifs que les navires civils dans les eaux territoriales, ce qui signifie qu'ils n'avaient besoin d'aucune restriction ni autorisation. Inversement, l'ancienne Union soviétique a adopté la position que les États-Unis avaient précédemment tenue, déclarant que les navires militaires devaient obtenir la permission de passer. En 1988, l'incident du Black Sea Bumping s'est produit, conduisant à des négociations entre les États-Unis et l'ancienne Union soviétique. Ils ont conclu un accord tel qu'exposé dans un mémorandum sur l'exercice du passage inoffensif par les navires militaires dans les mers territoriales, convenant qu'aucune autorisation n'était nécessaire. Ainsi, les deux grandes puissances maritimes ont changé leur position. Cependant, à ce jour, il y a encore environ 55 pays dont les lois nationales stipulent que, bien que les navires militaires puissent exercer le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales, ils doivent obtenir une approbation, une permission ou faire une notification. Voilà le contexte historique et je terminerai mon point là-dessus. That's the historical fact. I will just end here.